Depuis 1989, des centaines d'acteurs du débat public sont venus échanger avec des étudiants et un public toujours plus large. Année après année, tous ceux qui ont participé à la Cité de la Réussite ont modestement essayé d'apporter leur pierre au débat citoyen. Partager des connaissances, s'intéresser, s'étonner, questionner, apprendre et comprendre les autres. Telles sont les valeurs simples que nous avons essayé de promouvoir depuis 3 décennies. Apprivoiser le temps en le retenant pour thème, voilà qui s'est imposé à la Cité. 200 temporalités vont s'entrechoquer pour fusionner en 2 jours intenses de débats portant sur l'éternel fugueur, ponctué d'échanges avec le public. Malgré cette chorégraphie d'idées rythmée par 50 débats, l'expérience humaine laisse penser que ces 2 jours ne dérogeront pas à la règle qui étreint nos vies. Les mots, les questions, les accords, les rebonds, les doutes, les échanges, les désaccords et les rires seront trop vite emportés. Le défi de la désormais plus que trentenaire Cité de la Réussite ne sera pas de retenir le temps, mais d'y créer ce que l'on retient. Et bâtir quelque chose ensemble. On est engagé parce que vivre, c'est choisir. Ça veut dire prendre des risques. La réussite ou le succès, c'est une succession d'échecs qu'on surmonte, qu'on contourne. Il faut apprendre à apprendre. J'ai un rêve d'élever l'humanité par la danse. Quelle est l'œuvre d'art qui a pu transformer les gens autant que, je ne sais pas quoi, les 35 heures ou la retraite? Si ce n'était plus la solution McDonald's qui triomphait. Manger la même chose, penser la même chose dans tous les domaines, ça c'est le contraire de la cohésion. Cette mondialisation est au contraire une grande source de diversité. Je crois aux intelligences collectives. On fait partie d'une unité qui s'appelle l'humanité. Je pense qu'on manque plutôt de tolérance, souvent. On peut respecter quelqu'un qu'on n'aime pas, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne respecte pas. La France doit comprendre qu'elle est multiple et que la différence est une chance. Chacun sait qu'il constitue un maillon et que si ce maillon faiblit, tout s'écroule. La lâcheté générale à l'égard de la responsabilité politique. Mais l'idée, c'est d'installer que les hommes politiques sont complètement déconnectés des réalités. Nous sommes entrés dans un nouveau siècle et déjà, il est en danger. L'expérience, c'est une lanterne qu'on a dans le dos et qui éclaire le chemin parcouru. La lutte contre l'incertitude, c'est ça notre destin. L'avenir va être absolument passionnant. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Merci de nous avoir rejoints pour cette heure et demie que nous allons passer ensemble de manière à aborder ce thème extrêmement vaste et ambitieux, conflit, médias, justice, comment concilier des temps différents. Je suis Nicolas Arpagian, mon domaine d'études sont les usages offensifs des outils numériques de manière à protéger des entreprises, des administrations, des collectivités. Et effectivement, on va s'apercevoir que ces domaines qui pouvaient sembler séparés, qui pouvaient sembler bien distincts les uns des autres, les conflits, les médias, la justice, vont en fait avoir comme point commun la problématique du temps qui va s'accélérer, du temps qui va faire oublier, du temps qui va gâcher
éventuellement des promesses telles qu'elles pourraient être envisagées en termes de création de valeur, en termes d'idées, de constitution, d'innovation. Et c'est toute cette thématique, la pluralité de ces sujets que l'on souhaite pouvoir aborder avec le panel que nous avons réuni ce soir. Il est à l'image de la diversité de la Cité de la Réussite en termes de contributions, d'intervenants. Je vous les présenterai rapidement, même si vous les connaissez déjà tous et toutes. Juste sur le mode opératoire, vous savez que l'esprit de cette Cité de la Réussite, c'est d'avoir d'une part un échange avec des étudiants, puisqu'on est ici dans un lieu symbolique de l'enseignement supérieur, du travail académique, et donc nous avons des étudiants issus aussi bien d'instituts d'études politiques, d'universités, d'écoles d'informatique, qui ont préparé, planché sur ces travaux, et donc poseront des questions à l'occasion d'une première séquence, et ensuite, assez vite, on vous donnera la parole. La règle est assez simple, le mode opératoire est assez simple. Il suffira de vous manifester, levant la main, vous présenter et poser en termes aimables, courtois, votre question de manière à ce que, dans le même esprit, on puisse vous répondre et que chacun collectivement, des deux côtés de cette table, on reparte un peu plus éclairé, un peu plus renforcé sur cette thématique qui est heureusement conclue par un point d'interrogation et donc témoigne du caractère incertain, illimité des pistes de réponse qu'on va pouvoir aborder. Voilà pour cette explication du contexte dans lequel nous nous réunissons ce soir. Nous avons donc le plaisir, alors je vais procéder de manière non protocolaire et de manière à aborder les profils de chacun de nos intervenants. Chérie Aldis, qui est directrice du Centre régional d'information des Nations Unies à Bruxelles, et donc effectivement cette diversité du monde en termes de culture, de droit, c'est son terrain d'épanouissement et pour voir comment c'est décliné à l'échelle de l'Union européenne. Et donc c'est intéressant parce que l'Union européenne, c'est le lieu qui est producteur de normes dans le domaine des médias, dans le domaine de la justice et de plus en plus peut-être dans le domaine de la géopolitique et de la défense. Donc merci chérie d'être parmi nous. Christopher Baldelli, qui est président de Public Sénat, évidemment c'est média audiovisuel, de son expérience, que ce soit à la tête du groupe RTL, une connaissance de la problématique de l'immédiateté de l'information, de la circularité de l'information qui va être partagée et abondée par les uns et par les autres et devrait utilement nous aider dans cette réflexion. Également avec nous Jean-François Copé, entre autres mandats, il est actuellement maire de Meaux, mais effectivement carrière ministérielle de dirigeant de partis politiques et donc qui a été amené aux affaires à gérer des problématiques temporelles qui combinent effectivement des exigences de gestion pour un temps long en termes de prospective, mais également très opérationnel avec un quotidien très pragmatique. Également le général Didier Castres à l'extrême droite de notre table. Et là, effectivement, le général Castres, qu'on parlait de capacité opérationnelle à diriger le centre de planification et de conduite des opérations de l'armée française, le CPCO, il n'y a pas d'opération qui vaille, il n'y a pas d'opération qui sera concrétisable et réalisée si le CPCO n'est pas justement à même de fournir les moyens pour ce faire. Et effectivement, là encore, il y aura des thématiques transverses, que ce soit sur l'appréciation du temps et de voir comment ces conflits sont pris en charge. Et enfin, j'essaie de la reposer dans l'espace en 3 dimensions, ce qui est un exercice très difficile. Donc à ma gauche, et donc à votre droite sur le côté, Basile Adair, qui est avocat spécialisé en droit des affaires, au sein du cabinet Auguste et Debouzy, et qui effectivement, c'est un fleuron du barreau de Paris, et qui donc a à la fois cette problématique de gestion d'intérêts stratégiques d'entreprise, mais également avec des relations avec les administrations, et donc de voir que l'agenda est un sujet prioritaire lorsqu'on construit ou déconstruit des pensées et des actions juridiques. Voilà, alors, pour ce tour d'horizon, je vais, évidemment, vu l'ampleur du sujet, suggérer à nos intervenants de répondre peut-être en quelques minutes chacun, donc c'est un exercice de concision qui sera très exigeant, mais en 3-4 minutes chacun, de manière à avoir leur conviction, ou en tout cas la manière dont ils ressentent cet intitulé de concilier des temps différents au regard de leur expérience. Et c'est aussi une des ambitions de la Cité, la réussite d'avoir un peu
prospective, d'essayer de nous éclairer sur le monde qui vient. Donc j'ai le plaisir d'interpeller aimablement et en toute amitié Chéri Aldis sur cette interrogation de concilier des temps différents par rapport à ces thématiques que nous avons évoquées. Merci à vous et très bon débat. Merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez très bien. Merci, je suis très heureuse d'être avec vous ce soir, avec les panélistes et aussi avec vous. C'est toujours intéressant de débattre avec les jeunes. C'est un retour aussi pour moi. Je suis heureuse d'être de retour à Paris. Après 7 ans au siège des Nations Unies à New York, je suis venue il y a 4 mois à Bruxelles pour prendre le poste de directrice du Centre régional d'information des Nations Unies à Bruxelles. Donc nous couvrons 22 pays dans l'Europe de l'Ouest, ainsi que le Royaume-Uni et les institutions européennes en 13 langues. Donc c'est un vaste territoire. Et 10 jours après mon arrivée, la guerre a éclaté en Ukraine. Donc voilà, vous entendez aussi que je suis anglophone, donc j'espère que vous serez indulgents avec mon français. Je vais bien sûr m'exprimer en français, je suis canadienne, mais ça fait longtemps que je n'ai pas fait ce genre d'exercice en français. Donc je voulais partager avec vous mes premiers sentiments par rapport à ce sujet. Quand je l'ai vu, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est le fait que ça s'aligne parfaitement avec les objectifs de développement durable. Donc j'espère que vous avez tous entendu parler des objectifs de développement durable. Donc il y a 17 objectifs que nous devons remplir collectivement. Ce n'est pas les Nations Unies, c'est vraiment les 193 pays membres de l'ONU qui ont signé pour ces objectifs. Et donc, ça nous engage tous, tout un chacun de nos vies quotidiennes, ainsi que les politiques, bien entendu. Et donc, il y a un de ces objectifs, qui est l'objectif 16, sur justement la paix, la justice et les institutions efficaces. Et donc, pour moi, ça s'aligne parfaitement avec ce débat. En termes de notion du temps, nous sommes à mi-chemin. Nous n'avions plus que 7 ans et demi pour les atteindre. On avait 15 ans. Maintenant, on est à mi-chemin. Et donc, il y a urgence à les atteindre. Donc, ça, c'est une première notion du temps. Deuxième notion du temps que j'aimerais partager avec vous, c'est que l'institution des Nations Unies, ça fait demain, ça fera 77 ans que les premiers pays ont signé la Charte des Nations Unies à San Francisco. Donc, c'est un joli anniversaire que je partage avec vous ce soir. Donc, nous nous inscrivons dans le temps, effectivement, pour conclure, le temps des médias, le temps de la justice et le temps des conflits sont des temps très, très différents. Et j'ai hâte de discuter de tout cela avec vous ce soir. Merci. Merci Chéri. Jean-François Copé, Monsieur le Ministre, comment est-ce qu'on appréhende cette problématique du temps? Alors c'est facile quand c'est un mandat et là il est borné ce temps. Comment est-ce que vous l'appréhendez? Le temps, pour un responsable politique qui a décidé d'y consacrer une part importante ou essentielle de sa vie, est en réalité le sujet de préoccupation premier. Lorsqu'on s'engage en politique, très rapidement, on comprend que l'exercice de son mandat ne va pas de l'année 1 à l'année 5, si on est président de la République, ou de l'année 1 à l'année 6, si on est maire, mais en fait, c'est un compte à rebours. Et ce qui n'a pas été fait tout de suite, ce qui n'a pas été décidé tout de suite, est extraordinairement difficile à faire en démocratie, parce que chaque jour qui passe, chaque mois qui passe, en démocratie, on a un espèce de nœud coulant qui se resserre chaque jour un peu plus, et chaque jour qui passe, il y a plus de bêta-bloquants qui sont là pour vous empêcher de faire. Voilà. Et donc, le dirigeant politique, dès qu'il est un peu professionnel, parce que c'est bien un métier, la politique, comme tous les autres métiers, il y a des vocations, des missions, mais c'est aussi quelque chose que l'on doit faire en professionnel, pas simplement quand on a 1 heure à perdre le dimanche. Dès qu'on a compris ça, en réalité, on comprend le caractère tragique de l'engagement politique. Et ce rapport au temps, il est essentiel. Peut-être avez-vous eu l'occasion de lire ces passages du général de Gaulle où il explique qu'en réalité, il devient président de la République à 67 ans et les années qu'il va passer au gouvernement, il passe son temps dans l'obsession de se dire « je ne vais pas avoir le temps de faire toutes les réformes que je veux faire pour la France ». Chaque dirigeant politique a cette angoisse-là en tête. Ça, c'est ma première remarque. La deuxième remarque, qui découle de la première, c'est qu'il est du coup obligé, le dirigeant politique, à essayer en permanence de faire le départ entre le temps court et le temps long.
Le temps long, c'est celui qui correspond en gros à ce qu'il s'est engagé à faire auprès de ses électeurs dans une campagne électorale. Il a pris l'engagement généralement de 4, 5 grandes réformes. S'il a fait les choses bien, il a même essayé de proposer à ses concitoyens un objectif à atteindre au bout de ces 5 ou 10 ans. Souvent, les présidents de la République, mais même les maires, travaillent pour leur réélection. Ça peut d'ailleurs parfois être une fragilité chez eux. Et puis, ils doivent concilier cet objectif de temps long avec l'émergence au quotidien d'un nombre de contraintes absolument considérables, d'un nombre de décisions considérables à prendre, qui évidemment viennent alourdir sa sérénité de réflexion. C'est d'ailleurs pour ça que ce n'était pas idiot de créer sous la Ve République un président et un Premier ministre. Le président étant chargé justement du temps long et le Premier ministre du temps court. Le second étant nommé par le premier, et donc virable par le premier. Donc c'est vrai que cette obsession-là, évidemment, de l'articulation entre le temps long et le temps court, est au cœur de chaque action politique lorsque vous êtes à des responsabilités. Et enfin, troisième remarque, c'est qu'en réalité, ce rapport au temps de l'homme politique est maintenant contraint par une dialectique nouvelle que je dois avouer qu'aujourd'hui l'homme politique n'a pas réussi à résoudre, ni encore moins à surmonter. C'est le rapport complexe entre les deux piliers de la démocratie que sont la liberté de la presse et l'indépendance de la justice. La liberté de la presse, qui est absolument un fondement essentiel de toute démocratie, c'est ce qui fait la grandeur de la démocratie par rapport à la dictature, qui est la liberté de la presse étant un découlé de la liberté d'expression. Et par rapport à cette problématique-là, vient s'ajouter celle de l'indépendance de la justice. Et lorsque l'homme politique ou la femme politique est pris entre les deux, il peut lui arriver, c'est un phénomène nouveau, de devenir vulnérable. Pas simplement attaquable sur la politique publique qu'il peut mener, mais vulnérable sur sa personne à travers des attaques dont il peut faire l'objet de la part de la presse, au nom de la liberté de la presse, dont vous savez que ce n'est pas toujours très vérifié. On en a eu encore un exemple il y a quelques jours, mais il y en a bien d'autres. Et qui évidemment le vulnérabilise à titre personnel et met la justice dans une situation de difficulté par rapport à la sérénité nécessaire. Donc face à toute cette problématique du temps, vous avez aujourd'hui un processus assez inexorable d'affaiblissement de la démocratie qui est pour nous tous un sujet absolument essentiel. Merci. Alors merci d'une part d'avoir continué à approfondir notre sillon sur cette thématique et puis d'avoir naturellement, j'allais dire, fait découler, on voyait le plan apparaître, effectivement, naturellement. C'est pas la parole à la défense, mais quand même, puisque Basile Adair, vous êtes un spécialiste du droit pénal, mais du droit pénal de la presse, et donc effectivement, on voit que vous êtes concerné par la matière. Oui, merci Jean-François Copé. Vous introduisez tout de suite ce dont je m'apprête à dire quelques mots. Le temps de la justice n'est évidemment pas celui le temps de l'information. Le temps de l'information, c'est l'instantanéité. Là, vous dites un temps court, un temps long. Là, c'est un temps immédiat. L'obligation pour les médias de rendre compte de l'actualité, et notamment de l'actualité judiciaire, parce que le peuple, au nom de laquelle elle est rendue, a le droit, et même c'est un devoir d'information, de savoir comment ça se passe. Et le temps de la justice, qui est une œuvre qui se fait au jour le jour, avec beaucoup de précautions, et qui nécessairement n'est pas le même. Alors, si aujourd'hui on peut déplorer que le temps de la justice soit si long, c'est essentiellement parce que les moyens de la justice ne sont pas ceux qu'ils devraient être. Et ça, c'est une des grandes mal-aimées de la République depuis la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. Et nous avons le pire budget de la justice par nombre d'habitants de toute l'Union européenne. C'est quand même quelque chose qu'il faut savoir. C'est la raison pour laquelle la justice est si longue. Et donc, il y a une confrontation inexorable entre le temps de la justice et le temps de l'information, qui fait qu'il y a un troisième personnage fondamental qui vient se greffer, et je rejoins ce que vient de dire M. Copé sur l'atteinte à la démocratie, c'est l'opinion publique. L'opinion publique, elle est nourrie par ce que les informateurs, les journalistes lui disent d'une affaire, et l'opinion publique, malheureusement, elle pèse sur la conscience du juge, même s'il s'en défend. Et donc c'est là où le jeu peut être biaisé, c'est-à-dire qu'une affaire devient médiatique et pousse le juge là où, naturellement, il ne serait pas allé peut-être aussi durement ou aussi mollement, il y a tous les cas de figure,
Mais en tout cas, c'est là où le bas blesse. Et donc, je suis très heureux de participer à cette table ronde et de réfléchir à cette question du temps qui nécessairement n'est pas le même s'agissant des deux impératifs de justice et d'information. Alors, ce n'est pas une mise en cause, mais c'était une description de cette économie de la presse. Et donc, là encore, assez naturellement, je passe la parole à Christopher Baldelli, qui, effectivement, pourra apporter son témoignage. Oui, la question de la gestion du temps est totalement inhérente, essentielle dans un média, et c'est ce qui en fait à la fois sa force et sa difficulté. Et la difficulté est de plus en plus grande, on aura l'occasion d'y revenir. Les deux, au fond, le temps du média, le temps de l'information, si vous voulez, est borné, ou en tout cas devrait être borné par deux limites extrêmes. Le scoop, d'un côté, la recherche pour un média, parce que tous les médias sont en hyper-concurrence et le sont de plus en plus, la recherche d'être le premier à donner une information, et d'autre part, la nécessité du temps de l'explication, parfois du retour en arrière pour comprendre une situation passée et revenir aujourd'hui, ce qu'on peut dire, un espèce de complément d'enquête, de droit et de devoir de complément d'enquête. Et dans la pratique, entre ces deux extrêmes, eh bien, il y a parfois du très bon travail et parfois un travail qui est sûrement moins remarquable. Je vais vous donner l'exemple du scoop. Il est presque caricatural et j'ai eu l'occasion de la vivre dans ma vie de dirigeant. Je vais prendre un exemple un peu morbide, la mort d'une personnalité. Il y a toujours une chasse au scoop sur ce type de sujet, quel que soit le média, y compris des médias très très sérieux, et la volonté d'être le premier à l'annoncer. Il m'est arrivé en tant que dirigeant de tel ou tel média, la première radio de France par exemple, qu'on me dise « un tel est mort, c'est bon, on le sait, est-ce qu'on peut l'annoncer à l'antenne ?» Et j'ai toujours dit « ce genre de scoop ne m'intéresse pas. Mais en revanche, annoncer, comme c'est hélas déjà arrivé en France et dans tous les pays, quelqu'un comme mort alors qu'il ne l'est pas, ça c'est la faute absolue. » Donc j'ai toujours dans ces cas-là dit l'immédiateté doit laisser la place d'abord à la vérification et au fait d'être sûr. Ce que je voudrais dire par là, c'est qu'on vit dans un monde où jamais nous avons eu autant d'informations, où jamais l'immédiateté de l'information, pour des raisons notamment technologiques, a été aussi forte. Et pourtant, une fois qu'on a dit ça, sommes-nous pour autant bien informés ? Je voudrais vous donner 3 exemples, qui sont pour 2 très récents et pour un autre un peu plus lointain, mais très éclairant, je crois. Le premier exemple, c'est la guerre en Ukraine. Je profite de la présence du général à mes côtés. Cela fait 2 mois et demi que tous les médias passent des heures à traiter la guerre en Ukraine. Objectivement, que savons-nous aujourd'hui sur cette guerre ? La réalité, extrêmement peu de choses. Savons-nous combien il y a eu de victimes civiles en Ukraine ? La réponse est sans doute non. Savons-nous combien y a-t-il eu de pertes militaires dans les 2 camps ? La réponse est sans doute non. Je rappelle que dès le début de cette guerre, les autorités ukrainiennes, à leur plus haut niveau, ont indiqué que sur une île qui s'appelle l'île aux serpents, les gardes-côtes, au péril de leur vie, et ils en étaient morts, avaient lutté contre l'envahisseur ukrainien, soviétique, excuse-moi, russe. C'est plus exact. C'est un lapsus non révélateur. Quelques jours après, nous avons appris qu'en fait non, ces gardes-côtes étaient vivants et ils avaient été capturés par les Russes. Cela aurait dû immédiatement, chez les citoyens comme sur tous les médias, mettre un warning énorme. Nous sommes en temps de guerre, donc en temps de propagande dans les 2 camps. C'est légitime, c'est normal, c'est un des outils de la guerre. Donc les médias, avant de dire certaines choses, il vaut mieux ne rien dire. Ou il vaut mieux dire « je ne sais pas ». Or, la tentation naturelle du temps, de l'immédiateté, de la concurrence, consiste toujours à faire comme si on savait. Et le deuxième exemple, il est beaucoup plus récent. Ce sont les élections législatives en France, dimanche dernier. Qui a compris quelle était la nouvelle donne ? Extrêmement peu de gens et extrêmement peu de médias. Tout simplement parce que nous avions l'impression depuis très très longtemps de vivre dans un régime présidentiel où le président de la République concentre tous les pouvoirs, ce qui est inexact d'un point de vue constitutionnel, mais qui était parfois vrai d'un point de vue de pratique. C'est pas Jean-François qui me démentira peut-être sur le sujet, sans citer de nom. Mais nous avons tout d'un coup redécouvert qu'il existait un Parlement et que le Parlement allait avoir un rôle essentiel, là où il était souvent perçu, et parfois à raison, comme une chambre d'enregistrement.
Or, la dernière cohabitation en France remonte à plus de 20 ans. Donc il y a énormément de gens, y compris dans les journalistes, qui ne l'ont pas vécu, qui n'ont pas connu cette période. Et je pense qu'aujourd'hui encore, la plupart de nos concitoyens ne savent toujours pas comment fonctionne le Parlement et comment il peut fonctionner dans cette nouvelle donne. Sur ma chaîne, et nous sommes une chaîne parlementaire, j'ai fait beaucoup d'émissions, beaucoup de pédagogie autour de ça, mais je pense que là, on est face à quelque chose qui, encore une fois, montre que par rapport à un fait, on a beau en parler énormément, est-ce que pour autant on informe et est-ce qu'on donne la profondeur pour permettre de donner une bonne information? Le dernier exemple est beaucoup plus lointain, il remonte maintenant à 6 ans, c'est la campagne de Donald Trump. À l'époque, le fils d'un de mes amis, au moment où à peu près à 6 mois avant l'élection, il était très jeune français, très anti-Trump, il suivait ça sur toutes les chaînes américaines, il me dit « ça y est, Trump ne sera jamais élu », il vient de faire une déclaration totalement fausse, tout le monde va voir qu'il ne peut pas diriger les États-Unis parce qu'il vient de dire quelque chose qui est totalement inexact. Et évidemment, CNN s'était empressé d'expliquer en quoi les déclarations de Trump étaient totalement inexactes. Eh bien, je crois que ce jour-là, et avec l'élection de Trump, nous avons compris que dans le monde d'aujourd'hui, dans un monde d'hyper-information, dans un monde où les réseaux sociaux ont une part essentielle, mais où les gens s'informent sur les réseaux sociaux et parfois s'informent exclusivement dans des communautés sur les réseaux sociaux, tout ça remonte à 6 ans, nous avons compris que quelqu'un qui a plus de 120 millions d'abonnés sur un réseau social puissant, il peut dire n'importe quoi, l'empreinte qu'il restera de ce qu'il a dit sera beaucoup plus forte que tous ceux qui expliqueront derrière sur d'autres médias qu'il a dit n'importe quoi. Donc je crois que c'est une leçon à la fois essentielle et une leçon d'humilité. Le paradoxe aujourd'hui, l'immédiateté, la course à l'information nous amène la plupart du temps à ne traiter que l'instant T et ne pas suffisamment, et c'est le devoir des médias et c'est le devoir de ceux qui traitent l'information, toujours éclairer un temps T par le temps T moins quelque chose et éventuellement par le temps T plus quelque chose. Merci. Alors en tout cas, ça rappelle l'importance du séquençage, c'est-à-dire que entre le moment immédiat de consommation de l'information et de déploiement de celle-ci, effectivement, il y a ensuite le temps de la confrontation avec la réalité, pour pas dire la vérité. Et puis, lorsqu'on évoquait l'agenda judiciaire en termes de séquence, il y a d'abord cette notion de présomption d'innocence, c'est-à-dire au moment où, effectivement, avant le temps judiciaire, il y a cette parenthèse, ou en tout cas cet élément en principe sanctuarisé, qui doit être que le statut de la personne correspond à des droits particuliers et que effectivement il doit y avoir cette prise en compte et cette considération pour ce sujet. Mon général, pour compléter le tour de table, parce que nous avons dans cet intitulé le terme de conflit qui est souvent utilisé dans des univers bien civils, mais qui est une réalité évidemment pour les forces armées. Oui. Donc mon propos sera rapporté à la dizaine ou à la quinzaine d'années où j'étais au chevet des crises, ou en tout cas je les observais à l'Élysée ou dans des fonctions plus opérationnelles au ministère des Armées. Je crois que lorsque nous décidons collectivement, militaires, diplomates, médias, hommes politiques, de nous atteler à une crise, nous commettons 5 péchés capitaux, ce que j'appelle les péchés capitaux de la gestion de crise. L'un de ces péchés capitaux, c'est de ne pas comprendre ou de feindre d'ignorer une règle nouvelle de la grammaire des crises qui est l'inconcordance des temps. L'inconcordance des temps. La problématique n'est pas de concilier, c'est d'abord de constater qu'il y a une forme d'inconcordance des temps entre les temps qui viennent d'être évoqués, le temps médiatique. Le temps médiatique, c'est le temps instantané qui s'adresse ni à la réflexion ni à la pensée, il s'adresse aux émotions. Probablement, il est nécessaire pour mobiliser l'opinion publique. Parfois, il l'égare et souvent, il ne permet pas d'avoir des réponses adaptées. Derrière ce temps-là, il y a le temps politique qui est toujours à la course pour essayer de rattraper, voire d'anticiper le temps médiatique. Et ce qui amène le plus souvent ce temps politique à chercher à apporter des réponses qui sont des réponses médiatiques plutôt que des réponses stratégiques aux crises. En fait, après ce temps passé au chevet des crises, je me demande dans quelle mesure les opérations militaires, dès lors qu'elles engagent notre pays, ne sont pas des OPNI, des objets politiques non identifiés, qui ont plus vocation à répondre
à des besoins d'opinion publique qu'à la résolution de la crise. Ce sont les deux temps qui sont les plus courts. Ensuite, il y a d'autres temps. Il y a le temps des diplomates, et le temps des diplomates, c'est le temps des négociations, d'arriver à un consensus, et automatiquement, le rouage de cette horloge fonctionne à une vitesse qui est moins importante que les autres. Et puis ensuite, il y a le temps militaire, le temps de la préparation des opérations, de la conduite des opérations, le temps qu'il faut laisser aux stratégies pour produire des effets. Et le constat qu'on doit faire, c'est que jamais un avion, jamais un bateau, jamais un soldat n'ira aussi vite qu'un communiqué ou qu'un tweet. Et c'est aussi un décalage assez fort entre l'impatience des opinions publiques et la réalité. Et puis il y a encore deux temps qu'il faut prendre en compte. Il y a le temps de la cicatrisation entre les communautés quand elles se sont déchirées. Et ça, c'est un temps qui est extrêmement long. Et puis, quand la partie sécuritaire est terminée, il y a le temps de la reconstruction sociologique, économique d'un pays. Et tout ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à mettre ensemble. Pourtant, je pense que la solution à une crise, ou en tout cas celui qui est capable de faire tourner le plus de rouages ensemble parmi tous ces temps-là, c'est lui qui est au centre de gravité de la solution et c'est lui qui va trouver la solution à la crise. Quand on prend un peu de recul, et comme ça a été évoqué, quand on repousse un peu l'écran de l'Ukraine, qu'est-ce qu'on constate ? On constate que les Nations Unies sont présentes au Liban depuis 44 ans. On constate que la guerre du Kosovo remonte maintenant à une vingtaine d'années. On constate que la guerre en Irak, la première, et en Afghanistan remonte à une vingtaine d'années. Et on constate quoi ? Que si jamais ces crises sont un peu moins enflammées, aucun des problèmes n'ont été résolus au fond. Aucun des problèmes n'ont été résolus au fond. Et donc, le temps de la résolution des crises, il ne se mesure pas avec un chronomètre, il ne se mesure pas avec un sablier, il se mesure avec un calendrier des saisons et par décade. Voilà ce que je voulais dire en premier. Merci mon général, parce qu'en complétant ce propos, on a bien vu que l'actualité récente nous l'a démontré, d'ailleurs avec l'Ukraine, et c'est la question cette fois-ci pour Chéri Aldis, de dire le temps des diplomates qu'évoquait le général Castres a été remis en cause par le temps de la communication. Lorsque la Moldavie et l'Ukraine s'affranchissent des agendas habituels de candidature et permettent d'accéder dans des délais météoritiques à un statut qui est la première porte d'entrée, c'est en fait la sollicitation des diplomates pour avaliser une situation qu'ils n'ont pas ni souhaitée ni négociée, mais que le politique, que l'émotion de l'instant a justifié. Comment est-ce qu'on appréhende cet nouvel ordre et cette nouvelle répartition des influences ? En ce qui concerne l'Ukraine et la Moldavie, ça c'est vraiment la décision de l'Union européenne, donc aussi de la France. Donc, je pense que c'est effectivement une bonne chose de pouvoir accueillir des pays au sein des institutions multilatérales. Donc, l'institution multilatérale pour laquelle moi je travaille a 193 pays. Donc, c'est beaucoup plus que l'Union européenne. Donc, on voit combien c'est compliqué de prendre des décisions ou de faire des choses quand il y a un pays ou quand il y a une région, c'est encore plus compliqué. Mais quand on est dans une institution où il y a 193 pays, le temps est long. La responsabilité est aussi très lourde. Donc, quand on prend des décisions, il faut absolument qu'on réfléchisse, qu'on utilise bien sûr le temps de l'institution, les mécanismes de l'institution et le temps. Donc, pour ce que disait Général Castres, par rapport aux conséquences des décisions qui peuvent être très lourdes et très longues et qui ne se mesurent pas du tout dans un mois, dans un instant, ou dans même des saisons, dans certains cas, il a évoqué, c'est des décennies. Nous devons tenir compte de cette complexité du monde quand nous prenons des décisions dans les institutions multilatérales. Donc, je ne me prononcerai pas sur l'Ukraine et la Moldavie, parce que je ne suis pas de l'Union européenne, mais des Nations Unies. Mais, encore une fois, ce principe d'inclure le maximum de pays dans les institutions multilatérales est crucial pour prévenir les conflits et pour ensuite aussi rendre les gens ou les pays plutôt accountable, qui puissent être tenus pour responsables pour les choses qu'ils ont commises. Et ça, c'est aussi très, très important. Il faut que les gens soient autour de la table pour que non seulement on puisse prévenir, mais aussi qu'on puisse juger.
Merci. Alors effectivement, c'était plus un ressenti qu'un engagement solennel que je sollicitais. Alors on va, de manière, parce que notre temps est contraint tout de même, je souhaite donner la parole aux étudiants. Ils sont dispersés dans la salle. Le premier ou la première d'entre elles, voilà, vous êtes la bienvenue. Est-ce que vous avez un micro? Non, je vais vous passer le mien. Merci de vous présenter et puis de poser votre question. Merci, je vous remercie. Je m'appelle Maëlie Gibson et je suis étudiante en droit à l'Université Paris-Saclay. Et alors, vous avez employé, Monsieur Copé, le mot vulnérabilité. Et en fait, j'aimerais justement parler de la vulnérabilité de l'homme face à cette médiatisation de masse. Et donc, dans ce cas, en fait, qu'est-ce qu'il advient du principe de la présomption d'innocence, donc justement que vous avez évoqué? Est-ce qu'il n'existe pas une sorte de substitution de justice d'opinion à la véritable justice, en fait? Et dans ce cas, on le voit notamment dans les médias, parfois avec le mauvais vocabulaire qui est utilisé, où on va parler par exemple d'un accusé, alors qu'en réalité, c'est une personne qui est mise en examen ou ce genre de choses. Et donc dans ce cas, comment faire? Et est-ce qu'on encadre plus la liberté de la presse au risque de restreindre la liberté d'expression? Ou quelles sont les solutions justement pour ne pas mettre à mal ce principe de présomption d'innocence? D'abord, qu'en est-il aujourd'hui de la présomption d'innocence? La vérité, c'est qu'elle existe en droit. Les magistrats qui doivent fonder leur analyse, puis le moment venu leur décision, doivent faire de la présomption d'innocence l'alpha et l'oméga de leur raisonnement, mais qu'en fait, elle n'existe plus. Ou pour être plus précis, plus la personne concernée est connue, plus il a de chances, s'il est mis en cause, de voir sa présomption d'innocence bafouée. On est au cœur d'un des sujets qui explique que j'ai évoqué tout à l'heure l'idée de l'affaiblissement inexorable de la démocratie. Il faut vraiment que chacun comprenne qu'il y a quelque chose de terrible pour ceux qui aiment l'histoire, de voir qu'il y a des cycles qui se répètent. Nous avons appris, vous comme nous, dans nos cours d'histoire, l'affaiblissement des institutions par l'affaiblissement des hommes sous la Troisième République, qui a fait l'incapacité des dirigeants français à prendre des décisions face aux dictateurs. Certains en sont même venus à l'époque à considérer que finalement, tout bien réfléchi, la dictature, ça n'avait pas que des inconvénients. La réalité, évidemment, nous la connaissons tous, et nous devons donner toute notre énergie et combattre jusqu'à notre dernier souffle pour préserver la démocratie, et en particulier en tirant toutes les sonnettes d'alarme possibles lorsque l'on voit remonter les mouvements d'extrême droite ou d'extrême gauche. Il y a quelques jours, si j'ai parlé du spectre de la République de Weimar, ce n'est pas complètement par hasard, c'est parce que la Ve République a été inventée par un homme qui avait fait la Seconde Guerre mondiale, et non des moindres, et qui avait justement imaginé des institutions qui pouvaient préserver la France d'une situation comme celle-là, y compris en s'opposant fortement au scrutin proportionnel. Et voilà que ceux qui militaient pour le scrutin proportionnel découvrent que ça peut même arriver avec le scrutin majoritaire, et je fais le pari qu'il n'y aura plus beaucoup de partisans du scrutin proportionnel dans les temps qui viennent. Enfin, pour le dire oui, pour le faire non. La présomption d'innocence, en réalité, je crois pouvoir dire aujourd'hui que du point de vue de l'expression médiatique, elle n'existe plus. Et elle n'existe plus pour deux raisons. D'abord, parce que Christopher Baldelli l'a dit avec ses mots de patron de grands médias, parce qu'en réalité, on ne résiste pas à la mise sous coupe réglée de toute perspective, toute chance de mettre à bas une réputation d'un homme connu ou d'une femme connue. Et dans ces cas-là, il n'y a en réalité aucune place possible à la controverse ni à la contradiction. Toute personne qui n'ira pas dans le sens de l'accusation sera immédiatement considérée comme complice d'un délit ou d'un crime dont on est persuadé qu'il a été commis sans même connaître rien de l'affaire. C'est inexorable, et avec les outils nouveaux de communication, c'est inarrêtable. Et je peux témoigner que de ce point de vue, lorsque quelqu'un est mis en cause et qu'il est public, il n'y a très peu de moyens pour lui de s'en sortir.
du point de vue, encore une fois, médiatique. Et puis la deuxième raison pour laquelle la présomption d'innocence, en réalité, est totalement bafouée, c'est à la fin de l'histoire. Car si par un hasard absolument incroyable, inimaginable, celui qui a été mis en cause s'avère, grâce à une décision de justice, être totalement mis hors de cause, personne, en réalité, ne le saura jamais. Et vous avez devant vous quelqu'un qui l'a vécu, puisque cette fameuse affaire des comptes de campagne de Sarkozy, on appelait l'affaire Big Malion, m'a été directement et sans aucun ménagement imputé du seul fait d'un journal et d'un patron de journal qui avait décidé, pour toute une série de raisons, que ce serait moi et personne d'autre. Ça a été un déferlement contre lequel il n'y avait rien possible de faire. J'ai été totalement innocenté. Le journal a été gravement condamné, 3 fois de suite d'ailleurs. Première instance, appel, cassation. Il n'y a pas eu un seul média à la fin de l'histoire pour rendre publique la condamnation du dit journal. Pourtant un grand journal, très connu par la Cité de la Réussite. Et de la même manière, il n'y a eu absolument personne pour faire les mêmes titres, de la même taille, pour dire que j'étais totalement mis hors de cause. C'est vous dire qu'à cette occasion, j'ai compris que se dédier au service de son pays, y consacrer l'essentiel de sa vie, pouvait générer une telle violence anormale que j'en suis venu, même moi qui pourtant me préparais à être président de la République depuis que j'avais 7 ans et demi, je n'ai pas fait que manger des pains au chocolat dans ma vie, eh bien je me suis rendu compte qu'en réalité, je me suis dit, mais en fait, tu faisais tout ça, pourquoi déjà? Pour la France. Eh bien, c'est ce qui m'a laissé à penser qu'en fait, notre démocratie était aussi menacée parce qu'un certain nombre d'hommes et de femmes passionnés par la chose publique et qui ont envie de servir le pays, en réalité, ne le pourront pas ou ne le pourront plus parce que la vulnérabilisation de la personne, et pas simplement de la politique qu'on conduit, de la personne qui l'a conduit, rend en fait cette personne en incapacité de conduire sereinement les affaires du pays. Alors, Basile Adair, il s'avère que vous enseignez le droit dans un institut pratique de journalisme. Donc, effectivement, comment se passe cette confrontation? Et deuxièmement, je veux quand même revenir sur l'agenda et le temps, parce que Jean-François Copé l'a évoqué, le fait qu'il y a un décalage entre la stigmatisation et le temps de la vérification. Et c'est aussi ce temps qui est potentiellement porteur de déstabilisation, voire de destruction. Nicolas, si je peux me permettre, décalage de temps et décalage d'impact vocal, d'intensité vocale. Évidemment. J'ai participé l'année dernière au groupe de travail d'Elisabeth Guigou sur ce problème parce que c'est un vrai problème et d'ailleurs nous avons conclu notre rapport en disant c'est l'état de droit qui est en cause et qui est en jeu avec ce principe. Il est donc fondamental. Et sachez, et ça c'est en qualité d'avocat que je vais témoigner, qu'aujourd'hui le risque réputationnel au sein des entreprises est le premier risque, avant même le risque pénal. C'est-à-dire que ça doit remonter directement à la direction, une mobilisation, une gestion de crise. Quelquefois ça part de quelques tweets qui ont retrouvé un écho, quelquefois d'un concurrent d'ailleurs qui organise ça. Et donc le problème de la réputation aujourd'hui est central. Mais je ne vais pas être aussi pessimiste que mon voisin de gauche. Je pense qu'il y a les moyens de retrouver l'état de droit. Et il ne faut quand même pas désespérer. Alors, la présomption d'innocence, c'est d'abord une obligation de l'État. D'ailleurs, c'est posé dans la Déclaration des droits de l'homme comme un droit du citoyen vis-à-vis de l'État. Ça veut dire, je dois être traité comme un innocent tant qu'on ne m'a pas définitivement jugé coupable. Et là, il y a peut-être aussi à redire sur la manie qu'ont les magistrats de mettre quand même très vite en détention provisoire, qui est le contraire de la présomption d'innocence, puisqu'on vous traite déjà comme un coupable, ou de vous menotter pour un oui, pour un non. Mais c'est souvent sans doute lié au problème que j'évoquais tout à l'heure, qui sont les moyens de la justice. Et puis, il y a la question des médias. Et les médias, de mon point de vue, moi qui suis avocat depuis 35 ans, ils ont évolué. Ils ont d'ailleurs évolué avec la loi Guigou, qui leur imposait de ne plus présenter comme coupables des gens qui n'étaient pas définitivement jugés et de les amener non pas à se taire sur les affaires, parce que ça c'est pas possible d'obliger la presse à se taire sur les affaires, c'est pas possible d'obliger la presse à respecter le secret de l'instruction, la Cour européenne le rappelle très régulièrement, mais pour autant de faire une présentation très prudente des faits pour laisser apparaître qu'il n'y a pour l'instant aucune raison de considérer qu'il est coupable, puisque le juge ne l'a pas dit et que le temps du juge est différent.
Et cette obligation pédagogique, de pédagogie qu'on a imposée aux médias, de mon point de vue, elle est bien remplie, y compris, alors peut-être pas dans votre cas, pour l'hebdomadaire que vous évoquiez. Mais malheureusement, les réseaux sociaux sont venus tout bousculer. Et les réseaux sociaux, ils se nourrissent du scandale. C'est-à-dire que c'est le scandale qui fait la curiosité, comme c'est la curiosité, c'est ce que l'algorithme vous propose nécessairement. Et c'est là où on est très dépourvu, et que ça a été le centre de nos travaux pendant toute l'année dernière. On a entendu, y compris tous les représentants des principales plateformes, comment on va y arriver. La seule possibilité, je termine par là, c'est le recours au juge. Mais un juge qui statue en urgence et qui imposerait, et c'est ce que nous avons proposé, que sa décision qui reconnaîtra, d'abord qui peut rappeler la présomption d'innocence, mais un juge aussi sur la diffamation qui statuerait beaucoup plus vite, obligerait tous ceux qui l'ont publié, grâce à ces algorithmes, à le rapporter à tous ceux qui l'ont su. Et il y aurait quand même le moyen, je sais que au moment de la crise, c'est pas possible. J'ai assisté des clients qui étaient dans la même situation que vous. On fait le gros dos, on attend que ça passe, on espère que ça va passer sur quelqu'un d'autre. Mais il y a quand même les moyens de la réparation qu'offre la loi, et notamment la loi Guigaud qui ouvrait les procès en diffamation, les droits de réponse, etc., au moment de l'innocence. Donc moi, je ne désespère pas autant que mon voisin mais je le rejoins sur le fait que cette question de présomption d'innocence, c'est le respect de la justice, c'est le respect des droits de la défense et du temps pour celle-ci de s'organiser, et que si elle n'est pas respectée, il n'y a plus d'état de droit, donc il n'y a plus de démocratie. Il faut juste garder à l'esprit que les 10 journalistes sont parfois, ça arrive, informés par les avocats qui peuvent avoir intérêt dans leur stratégie, celle de leurs clients, de faire circuler une information. Ce n'est pas uniquement une connaissance immanente qui leur serait tombée par une grâce divine. Donc ça peut faire partie que des confrères à vous. Je dis juste un mot à ce sujet, mais je sais que M. Baldelli saura aussi y répondre. Bien entendu que les journalistes sont informés par les uns et par les autres, et que dans les cellules de crise que j'évoquais, on fait en sorte d'essayer d'avoir des bons journalistes, en tout cas ceux à qui on a leur confiance, pour diffuser une information différente. Mais ça, eux, ils savent très bien qu'ils sont à ce moment-là la proie d'une forme de manipulation de l'information, en tout cas d'une information univoque. Et c'est à eux de faire le tri. Et le bon journaliste, il ne se laisse pas emporter d'un côté ou de l'autre, et il est très prudent. Et dans l'école où j'enseigne, normalement, ils en sortent ainsi très bons. Autre question. Hop. Nous voilà rassurés, en fait. Merci. Voilà, on travaille pour l'avenir. Bah, allez-y, je vous en prie. Donc bonjour, je m'appelle Arnaud Konda et je suis étudiant en droit des affaires au Panthéon-Sorbonne. Maître Basile Adair, vous parliez tout à l'heure du budget contraignant qui est celui de notre justice française. Pour autant, il semble que de toute façon, de manière assez intrinsèque, la justice procède d'une sorte de maturation. Il faut entendre les témoins, laisser le temps au jury de délibérer, etc. Et donc, elle ne peut pas produire systématiquement de réponse immédiate. Donc ma question est par conséquent la suivante. Pensez-vous que le sentiment d'impatience qui est celui de notre 21e siècle et qui s'exprime plus particulièrement dans les médias empêche irrémédiablement notre justice d'être comprise du public, et s'il existe des remèdes, quels sont-ils ou quelles en sont les pistes ? Je vais vous répondre très vite. C'est dans l'autre sens qu'il faut faire la proposition. La justice, elle est ce qu'elle est. Il faut sans doute qu'elle ait plus de moyens, qu'elle statue plus vite, qu'elle ait plus d'aide, plus de moyens d'investiguer, etc. Mais elle doit être, et elle est très bien rendue chez nous, elle est démocratique, elle respecte les droits de la défense et la contradiction. Ce qu'il faut, et c'est très bien que nous soyons dans cette enceinte d'enseignement ultime, c'est l'enseigner aux citoyens. L'enseigner dès le premier âge. Et c'est là où il y a une grande défection aussi républicaine. C'est l'instruction civique de mon enfance qui a peu ou prou disparu. Et qu'on sache ce que doit faire un juge, pourquoi ça statue avec un temps, pourquoi est-ce qu'il y a une instruction préparatoire, qu'est-ce que fait le procureur, pour que chacun puisse faire le départage au moment où il reçoit l'information, en comprenant que il est peut-être présenté comme coupable, mais que pour l'instant, tel qu'on l'a appris à l'école, on sait que la justice ne s'est pas prononcée. Et je pense qu'une des grosses failles du fonctionnement de notre société, c'est cette instruction civique qui a en fait un peu disparu. Oui. Alors, bonjour, je suis donc Julien Hack, moi, étudiant en Master 1 de droit bancaire et financier à la Sorbonne. La question que je voulais vous poser, c'est difficile d'en choisir une, mais elle s'adresse à mon général Castres. Vous êtes revenu tout à l'heure sur un exemple de fausse information qui a été diffusée dans le cadre du conflit de la guerre russo-ukrainienne. La question que je voulais vous poser, c'était celle de savoir
alors que les opérations de l'armée française s'inscrivent généralement dans le temps long, la couverture médiatique, comme on l'a dit, est sans cesse répétée, a un temps propre qui tend, lui, vers l'immédiateté. Quelle est donc la stratégie, dès lors, de l'armée française pour lutter contre ce décalage entre deux temps qui entrent en conflit? Je crois que la première chose qu'il faut rappeler, c'est que les militaires n'ont pas de stratégie propre. Les militaires, c'est l'outil du politique. Il faut bien avoir ça en tête. Armas sedentogae, c'est quelque chose de réel que j'ai vécu pendant toute ma carrière militaire quand j'étais dans les postes de responsabilité. Donc nous, c'est une sous-stratégie. La stratégie médiatique ou la stratégie de communication, c'est celle des politiques. Et pour ce qui concerne les militaires, c'est soit la ministre des Armées, le ministre des Armées, soit l'Élysée. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que de façon constante, ce que les militaires, ce que la communication militaire veut faire passer comme message, d'abord, c'est évidemment un plaidoyer pro domo pour montrer que l'effort que consent la nation pour son armée produit des résultats. Donc, c'est dire, voilà votre armée, c'est vous qui payez. Quand on est en opération, voilà ce qu'on est capable de faire. Ça, c'est le premier message qui est assez récurrent, qu'on voit à travers les différents éléments de langage. La deuxième ligne, c'est de vouloir montrer à nos adversaires en tout cas d'essayer de leur montrer que l'issue de ce conflit est inéluctable et que la force qu'on a fera qu'ils seront battus. En tout cas, c'est le message qu'on essaie de faire passer. Et puis le troisième message qui structure cette communication, c'est de participer à la cohésion nationale derrière la décision politique qui a été prise. Je pense que les militaires, dès lors qu'ils sont plus soutenus en opération par l'opinion publique, alors ils perdent le sens de leur action et leur action s'en trouve très sensiblement affaiblie. On l'a vu à un certain nombre, pas spécialement pour la France, mais dans un certain nombre de conflits, quand on ne sent pas que la population est d'accord et soutient un engagement militaire en opération, alors tout ça prend un peu l'eau. Donc voilà à peu près la stratégie. Ensuite, comment elle est relayée au niveau politique? Et là, je reviens un peu sur ce que j'ai dit sur une communication politique qui est plutôt en réponse avec la situation de politique intérieure plutôt qu'avec la résolution de la crise. Et là, probablement, on fait parfois quelques erreurs. En tout cas, on en a fait un certain nombre au Sahel. Par exemple, c'est celle d'annoncer toutes les semaines ou tous les mois qu'on a tué, éliminé tant de gens. Ce n'est pas des bons critères. Une crise, elle ne se mesure pas au nombre d'ennemis qu'on a tués. Elle se mesure au nombre d'écoles qu'on a réouvertes, à l'État qui est rentré dans ces zones-là. Donc ça, c'est des mauvais éléments de communication qui se retournent contre nous. Parce que quand on fait la somme de ce qu'on a annoncé, on se rend compte aujourd'hui, probablement, que les gens qui sont opposés aux États maliens, nigériens, burkinabés sont plus nombreux qu'en 2013. Ça veut dire que cette stratégie, ou en tout cas cette communication, n'est pas bonne. Le problème, c'est qu'on n'a pas d'autres, dans le temps court, on n'a pas d'autres arguments à avancer. Et donc on est un peu coincé là-dessus. Voilà. C'est toujours cette problématique du temps court. Je ne peux pas en dire plus sur ce sujet. Merci, mon général. Mademoiselle. Bonsoir, merci. Donc j'ai une question pour Madame Aldis. Donc selon vous, est-ce que la justice doit renforcer les lois de médias? Comme vous disiez tout à l'heure, là, il faut qu'il y ait la justice, la paix, justement, pour que la justice puisse être à sa place. Est-ce qu'il faut vraiment renforcer les lois et être un petit peu plus sévère que d'habitude pour éviter le débordement? Merci. Merci pour la question. Alors, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que ici, en France, en Occident, nous avons la chance de vivre dans des sociétés où la presse est libre, où nous pouvons dire ce que nous voulons, où nous pouvons lire ce que nous voulons, et la presse
peut s'exprimer librement à travers plein de plateformes ou de canaux très différents. Ce n'est pas le cas dans la plupart du monde. Donc nous, notre souci aux Nations Unies, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt de faire en sorte que les droits fondamentaux qui sont dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, et en l'occurrence c'est dans l'article 19, soient respectés, soient repris dans les droits ou les systèmes juridiques nationaux pour que la presse soit protégée. C'est quand même le fondement de la démocratie. Donc c'est extrêmement important que la presse soit protégée. Et l'information, bien sûr, doit circuler, c'est extrêmement important. Par contre, le risque, et Général Castro en a fait référence aussi, c'est la désinformation. Et donc là, il y a un risque qui est accru avec l'augmentation des réseaux sociaux, des médias en ligne qui répondent à des temps qui sont immédiats. Et donc là, on a un problème de désinformation. Les mauvaises informations circulent beaucoup plus rapidement et plus intensément que les bonnes informations, les informations véridiques. Et donc là, par contre, nous avons déjà des cadres pour les médias traditionnels depuis très longtemps, tout simplement parce qu'elles existent depuis très longtemps. Pour les nouveaux médias, on appelle ça nouveau, mais ça fait quand même un certain temps, on commence à avoir un cadre juridique qui se met en place. Donc, on parlait tout à l'heure de l'Union européenne. Donc, en 2018, ils ont commencé à faire une charte contre la désinformation qui a été republiée la semaine dernière, remis à jour, parce que les choses vont vite quand même. Donc, il fallait remettre à jour cette charte, ce cadre. Ça a été signé par une trentaine de plateformes. Je ne citerai pas les noms, mais vous les connaissez tous. Donc ça, c'est déjà un premier pas dans le bon sens. Et nous, aux Nations Unies, nous avons été, donc le département de la communication globale où je travaille, avons été chargés, le secrétaire général nous a demandé de travailler sur une charte globale pour garantir l'intégrité de l'information publique. Donc il y aura aussi un cadre international, probablement l'année prochaine, qui va aussi reprendre en travaillant avec le monde académique, avec les ONG, les think tanks, les politiques aussi, l'Union européenne, la France. Nous essayons de trouver un cadre qui puisse marcher. C'est compliqué, hein? Ce n'est pas un travail facile, mais il faut trouver quelque chose qui lutte contre cette désinformation. Et juste pour finir, j'aimerais dire que effectivement, il faut un cadre juridique, il faut légiférer, mais c'est aussi à chacun d'entre nous de nous éduquer, de voir qu'est-ce que c'est que la désinformation. Quand nous sommes sur les réseaux sociaux, de se poser des questions. Quand on voit une information, est-ce que c'est une information récente? Quelle est la source? Quelle émotion est-ce que ça suscite? Si ça suscite une émotion forte, peut-être que ce n'est pas une bonne information. Je vais chercher la source avant. Je vais faire une pause avant de partager. Donc c'est effectivement aux instances publiques et internationales multilatérales, mais c'est aussi à chacun d'entre nous de prendre cette responsabilité-là. Merci, parce que c'est vrai que dans cette notion du temps, on a beaucoup évoqué jusqu'à présent l'immédiateté de la publication. Ce que change l'environnement actuel, c'est la capacité d'accéder à la mémoire, c'est-à-dire à l'historique. Pendant très longtemps, le quotidien, un quotidien chassait l'autre, il servait à emballer le poisson ou à servir justement à allumer le feu, la cheminée, et donc il y avait un oubli qui servait à pacifier les relations sociales, puisque en fait on commençait par sédimentation à oublier les différentes séquences. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'accessibilité de l'information fait que l'on peut récupérer la mise en cause, la suspicion de tel ou tel, une polémique même créée de toutes pièces, restera techniquement accessible à tout un chacun. Et donc, évidemment, il n'y a plus cette capacité d'oubli social qui est plutôt généralement un facteur de pacification. Mademoiselle. Bonjour. Je vais me lever. Donc moi, je m'appelle Clara Marigot et je suis de Sciences Po Toulouse. Voilà. Donc ma question s'adressera plutôt à Monsieur Baldeli, puisque ça porte plutôt sur les médias. Donc par rapport à tout ce qui a été dit sur la responsabilité de chacun de s'informer et de retracer le chemin de l'information pour éviter de bafouer la liberté d'expression ou la présomption d'innocence, est-ce que vous ne pensez pas que les médias, ils ont justement cette responsabilité d'impulser cette dynamique chez l'opinion publique, de se renseigner, de s'informer davantage? Est-ce que justement le fait que les médias, dans leur métier, dans leur principe même, leur but c'est de tracer cette information et de trouver une information assez globale pour éviter les fake news notamment, est-ce que cette dynamique-là ne peut pas être transmise à l'opinion publique? Et voilà. Et je pense que justement le fait que les médias
et une certaine influence sur le temps court, puisque les médias utilisent les réseaux sociaux et ont une influence sur les réseaux sociaux. Ça peut leur permettre d'être justement les acteurs clés et de réconcilier l'opinion publique avec le temps long en éduquant le public à ces problématiques-là. Voilà. Merci. Merci. La question est passionnante. Je retiendrai deux choses. D'une part, le rôle que vous pensez que les médias peuvent jouer, et d'autre part, la question de l'opinion publique, parce qu'on a parlé de beaucoup de choses. On a parlé des politiques, des médias, on a peu parlé des citoyens, et justement, en écoutant les questions et les réponses, je voudrais revenir sur ce point-là. D'abord, je voudrais remercier Chéri pour ce que fait les Nations Unies, ce que fait la communauté européenne pour essayer à la fois de lutter contre les fake news et de reconnaître le rôle et l'importance des médias classiques. Et j'ai beau être moi-même un dirigeant de médias et être dans certains cas critique vis-à-vis de ce que font les médias et de l'être en permanence vis-à-vis du travail que font mes équipes, il n'en demeure pas moins qu'on est quand même à des années-lumière dans ce qu'on apporte par rapport à ce que certains prétendent être des médias ou considérés comme des médias qui ne sont que des déversoirs de fake news, etc. Mais je laisse ça de côté. Vous avez tout à fait raison, je l'ai dit, les médias ne sont pas seulement là pour donner l'information à un temps T dans l'immédiateté, mais doivent donner de la perspective, de la profondeur et de la compréhension. En revanche, je ne crois pas que les médias puissent se substituer ni aux politiques, ni aux écoles. Je vais y revenir, j'ai toujours considéré que la démocratie doit reposer véritablement sur trois pôles qui fonctionnent bien. La démocratie, donc, les institutions et les hommes politiques, l'école pour la formation du citoyen et les médias pour la circulation de l'information et la compréhension du monde. Et si on regarde la question des citoyens, je pense que nous avons trop souvent tendance, y compris dans un pays comme la France, à ne pas les considérer comme suffisamment, je dirais, matures. Et je dois dire, c'est parfois le cas des politiques. Je voudrais donner deux exemples. L'exemple de la guerre, vous avez évoqué la guerre. Aux États-Unis, quand une guerre est lancée, immédiatement, les autorités politiques expliquent quel va être le coût de cette guerre, éventuellement par jour. J'ai un souvenir récent sur un média que j'ai dirigé, c'était, vous l'avez évoqué, dans un autre cas de Monsieur le Général, sur l'opération Barkhane qui était présentée comme une opération de guerre. Le ministre à l'époque en charge des armées était venu l'annoncer sur notre radio et le commenter. J'ai demandé à un de mes ministres de lui poser la question: combien cette guerre va-t-elle coûter par jour? Et il a dit: vous comprendrez bien que cette question est secondaire et qu'on vous répondra, mais plus tard. Eh bien, je crois que ça, quelque part, vous évoquiez l'importance, Monsieur le Général, d'entraîner les citoyens dans ce type de choses à travers l'information, à travers la compréhension. Je pense qu'en France, on sous-estime encore ce que peut être la maturité du citoyen. Et ce n'est pas parce que la guerre a un coût et on sait qu'elle a un coût et qu'on annonce le coût que nécessairement il va être contre cette guerre. Un autre exemple, c'est, je reviens sur les mises en examen. Un gouvernement, il y a un certain nombre d'années, le gouvernement d'Édouard Balladur, lorsqu'il était Premier ministre, avait décidé, pour être exemplaire, mais peut-être que derrière ça, il y avait des calculs politiques, que tout ministre mis en examen, quelque part, quelle que soit la raison de cette mise en examen, devait immédiatement quitter le gouvernement. Il y a d'autres gouvernements depuis qui ont pris d'autres décisions sur ce sujet-là, qui ont décidé que les ministres mis en examen ne devaient pas nécessairement. Ce que je veux dire par là, c'est que je considère que là, on revient à la question de la présomption d'innocence. Quelque part, quand au plus haut niveau, le politique considère qu'un ministre mis en examen, quelle que soit la raison, doit immédiatement quitter le gouvernement, c'est bien que le politique lui-même ne reconnaît pas la présomption d'innocence et peut-être en l'espèce fait un calcul politique. Je pense que tout ça pèse lourd dans une démocratie. Et je me permets de revenir sur la toute première question que vous avez posée, puisque vous avez dit, est-ce qu'on ne devrait pas peut-être changer les termes juridiquement? Alors, je rappelle pour les moins jeunes d'entre nous qu'il y a une époque, si mes souvenirs sont bons maîtres, avant la mise en examen, le terme juridique était l'inculpation. Et dans l'inculpation, il y avait la notion de culpabilité. Et donc, au bout d'un moment, comme aujourd'hui la mise en examen, quand quelqu'un était inculpé, il y avait l'idée que nécessairement il était coupable. La loi a été changée, c'est devenu la mise en examen, qui est un terme qui pour le compte est assez clair, c'est-à-dire qu'on examine une situation, ni plus ni moins, on ne préjuge en aucun cas d'une culpabilité. J'ai le souvenir, en tant que dirigeant de médias,
ça a dû durer 12 mois. C'est-à-dire que durant 12 mois, les gens qui étaient mis en examen, on n'en parlait pas, ou on disait mise en examen, tout le monde s'en foutait, et puis ça a mis 12 mois pour que mise en examen signifie de nouveau inculpé, avec une notion de culpabilité. Donc, faudrait-il une nouvelle fois changer la loi pour trouver un nouveau terme? Peut-être. Ce que je crains, c'est que ça ne durerait pas longtemps. Je voudrais juste m'inviter à ce stade, parce que ce que vous venez de dire est très important. Cette décision du Premier ministre de l'époque de dire tout mis en examen devra démissionner, non seulement a été la démonstration que la présomption d'innocence telle qu'elle doit être considérée tant que le juge n'est pas décidé définitivement sur la culpabilité, etc., n'était pas bonne, mais c'était surtout entamer la séparation des pouvoirs et inviter le juge d'instruction, et on l'a vu plus tard pour un candidat qui avait toutes ses chances, et on a vu avec quel empressement par rapport au temps habituel où il a mis en examen, s'invitant, et c'est pour moi un coup d'État judiciaire, il n'y a pas de considération politique, hein, ça aurait été dans un sens ou dans un autre, mon appréciation aurait été exactement la même. Mais c'est invité, et donc à faire de la politique. Et ça c'est pas possible non plus. Et là, le temps a aussi son importance parce que la séquence dans laquelle c'est advenu redessinait et redistribuait les cartes. Je rebondis quand même un instant. Il y a derrière ça un énorme sujet, énorme, qui est de savoir si la période de campagne présidentielle doit être, comme c'était le cas avant l'affaire de Fillon, puisque c'était bien de Fillon dont il s'agissait, j'avais deviné. Il y a une vraie sensibilité, en fait. Hein. Pas du tout. Mais en fait, la véritable question, c'est de savoir si on doit ou non interrompre les procédures d'investigation dans les périodes de campagne électorale. Parce que, alors pour le coup, la question de la sérénité est posée, celle de la présomption d'innocence, de la liberté d'expression. Et j'ai envie de vous dire, doit être aussi quand même mis sur la table une autre question à l'inverse, qui est tout aussi passionnante, et qu'un certain nombre de magistrats, mais aussi d'observateurs ont mis dans le débat, c'est est-ce que l'on peut se rendre totalement aveugle et ne pas informer l'opinion publique qui va élire un président de la République d'éléments qui pourraient être constitutifs de délits. Et le tout dans un temps record, très court. Et donc ce sujet, en réalité, est un véritable dilemme. Si on s'inscrit comme militant d'un parti politique ou d'un candidat, on est un peu biaisé, parce que si vous soutenez ce candidat, vous allez dire « Ah oui, il faut quand même lui foutre la paix, parce que sinon il ne peut pas faire campagne ». Si vous êtes dans le camp inverse, vous allez dire « Mais non, au contraire, il faut que ça se sache au plus vite ». Très bien. Mais si vous prenez un peu de recul entre les deux, vous êtes quand même obligé de vous dire « Est-ce qu'on peut envoyer devant les électeurs quelqu'un qui aurait commis un délit potentiel ?» Et de l'autre, est-ce qu'on doit perturber la sérénité des débats sur ce sujet? C'est une question centrale qui est bien difficile à résoudre aussi. Chacun sa vérité. Luigi Pirandello a écrit un très formidable ouvrage à ce sujet. Alors attendez, juste avant de continuer avec les étudiants, s'il y a quand même, parce que l'horloge tourne et vous voyez que ce temps, nous y sommes soumis également. Donc si vous avez des questions, voilà, merci de vous présenter. Le micro, alors vous êtes sans tuc, vous allez le récupérer là, voilà. Merci juste de vous présenter et de poser votre question. Bonjour à tous, je m'appelle François Regnault, je travaille dans la cybersécurité. J'avais une question pour vous, monsieur Baldelli. Parce que vous, maître et mon général, on a évoqué la question que concrètement, souvent l'avocat fait partie d'une équipe de crise où il y a aussi des communicants et que les militaires veulent imposer le récit de la bataille. Je crois que ça faisait partie de la doctrine de l'armée française, c'est qu'il faut imposer le récit de la bataille. Donc c'était le FT 01 qui est sorti en 2008, quelque chose comme ça. Et donc, fondamentalement, ça va forcément arriver. Et moi, je vous écoutais parler, je me disais, la crise de Fashoda et l'affaire Dreyfus, tous les matins, les Français lisaient dans le journal ce qui s'était passé. Alors, Fashoda, il y avait le Télégraphe qui devait faire son travail, mais grosso modo, on suivait quand même quasiment en direct. Et à l'époque, en plus, les gens allaient devant les tribunaux où il y avait quand même des émeutes, ce qui aujourd'hui, on a quand même beaucoup moins pour ce genre d'affaires. La question que je pose, c'est est-ce que finalement la question n'est pas tellement dans la structure de la presse, à savoir qu'à l'époque, la presse était très polarisée, mais en même temps très clairement politisée. On savait exactement ce qu'on lisait, quand on lisait telle presse. Aujourd'hui, tout le monde prétend plus ou moins avoir de la neutralité, à l'exception de quelques médias. Deuxième chose, c'est celle du financement, parce que vous avez parlé tout à l'heure, maître, du financement de la justice. Mais finalement, la part que les foyers consacrent aussi à la presse
Aujourd'hui, elle est infinitésimale par rapport à ce qu'elle était par le passé. Est-ce que quelque part, avoir une presse mieux financée, je sais que les Français détestent de la presse subventionnée, mais est-ce qu'avoir une presse mieux financée ne permettrait pas d'assurer cette qualité, cette sérénité et justement désescalader la course au buzz? Alors, je vais aller un peu à l'encontre de l'idée que vous avez donnée, et qui est pourtant une idée assez évidente, se dire qu'une presse qui est bien financée peut mieux faire son travail. Il y a des meilleurs journalistes qui ont éventuellement plus de temps pour faire leur travail. Je crois que, hélas, dans les sujets dont nous parlons là, je crois que beaucoup plus que les moyens, c'est l'éthique, la qualité des organes de presse et des journalistes qui jouent. Et je pense que de plus en plus, ça c'est vraiment une conviction personnelle qui va se renforçant, la presse, quand je parle de la presse, je parle de tous les médias, hein, presse écrite, radio, télévision, a un rôle dans le fonctionnement d'une démocratie dont elle doit être consciente, qu'elle doit mesurer, dont elle ne doit pas abuser, parce qu'on parle souvent de la presse comme un quatrième pouvoir. Eh bien, tout pouvoir suppose un usage raisonnable de ce pouvoir et un usage, et non pas un abus de pouvoir. Et donc, je pense que si la presse veut continuer à, je dirais, avoir un avenir qui est un avenir remarquable, et elle peut l'avoir, et elle peut d'autant plus l'avoir dans un monde où, on l'a dit, où on est rentré dans le monde de communication, on n'est plus rentré dans le monde de l'information, on le voit sur tous les sujets. Donc si la presse réussit elle-même à ne pas rentrer juste dans la communication de tel ou tel acteur économique, politique, judiciaire, parce qu'on l'a dit, ça peut aussi arriver même chez une autorité judiciaire d'être dans une logique de communication, je pense que la presse a encore un vrai avenir devant elle. Ça peut passer bien sûr par les moyens, que ce soit pour l'audiovisuel public, que ce soit pour la presse privée, mais je crois que fondamentalement, ça passe par la qualité des hommes. Et quand je dis la qualité des hommes, c'est pas seulement la qualité professionnelle, c'est aussi quelque part la qualité morale. Pourquoi? C'est très simple, ne pas faire de l'audience à tout prix. C'est la conviction profonde que j'ai. L'audience, quand vous dirigez un titre de presse, est essentielle pour deux raisons. D'une part, parce que c'est la preuve que vous servez à quelque chose, et c'est aussi vrai pour des médias de presse publique, évidemment, vous apportez un service au public, mais d'autre part, parce que ça contribue aussi au financement de votre entreprise. Mais en revanche, avoir toujours comme règle de ne pas faire de l'audience à tout prix. Merci, madame. Alors, hop. Non, c'est une dame. Merci pour vos interventions. Moi, je voudrais rebondir sur les questions des étudiants qui étaient très pertinentes. Donc, je vais me permettre de poser deux questions, une pour Basile Adair et une pour Christopher Baldelli. Sur le sujet de la présomption d'innocence, je suis avocat. Et je vois qu'avec l'ultramédiatisation et l'immédiateté des réseaux, on arrive très vite à des chasses aux sorcières, d'hommes publics, femmes publiques et d'hommes non publics. Donc je pense qu'il est absolument indispensable de modérer les réseaux sociaux davantage, qui ne sont pas soumis au droit français, qui vont se réfugier à l'étranger. Donc c'est un vrai problème pour notre justice et pour agir contre les réseaux sociaux. Donc je pose une question à Christopher Baldelli. Comment peut-on faire pour modérer au moins les plateaux télé et la presse radio? Est-ce qu'on ne peut pas mettre en place ou mettre à jour une charte ou un code de déontologie pour éviter ces chasses aux sorcières dans l'attente des décisions de justice? Ça, c'est ma première question. J'enchaîne, si vous voulez bien. La deuxième pour Basile Adair. Je constate un décalage fou entre les infractions de presse sur les réseaux sociaux, un tweet diffamatoire ou injurieux, et l'audience où on plaide. Aujourd'hui, on va avec une cape et une épée plaider sur un tweet diffamatoire et on plaide 2 ans après la publication du tweet. Il y a un décalage fou. Qu'est-ce qu'on peut faire pour mobiliser la justice, le ministère, les institutions pour qu'on trouve des solutions pour plaider plus rapidement et avoir des décisions adaptées aux infractions numériques?
Merci. Alors, juste, il nous faudra des questions courtes, malgré l'ampleur de votre connaissance du sujet et le caractère extrêmement vaste de la thématique. Alors, des réponses courtes, donc n'y voyez pas une façon de se défausser, mais aujourd'hui, la presse, notamment audiovisuelle, ce n'est pas le cas de la presse écrite, des règles, des chartes de la déontologie, elle en a dans tous les sens, notamment par l'ARCOM, par la loi de 86, etc., ce qui est très peu le cas de la presse, qui, elle, n'est renvoyée qu'à la loi de 1881. Mais je crois juste que les réseaux sociaux, même s'ils ont ce statut d'hébergeur auquel ils tiennent et non pas d'éditeur, et donc que du coup, ils ne peuvent pas avoir les règles des éditeurs. De fait, ils sont aussi des éditeurs et il est très important pour moi de renforcer cette espèce de jungle, à minima sur deux choses. La modération, parce que ils ont, je parle des grandes plateformes, des marges financières extraordinaires, donc ce serait bien le moins qui renforce fortement, ça créerait de l'emploi, y compris pour des jeunes étudiants, et qui renforce fortement la modération. Et que de ce point de vue-là, on soit impitoyable, malgré leur statut d'hébergeur. Et la deuxième question, c'est la question de l'anonymat. Parce que quand même, je sais que c'est un sujet difficile, mais c'est quand même un sujet qui explique beaucoup de choses sur les dérives absolues des réseaux sociaux. Au moment du procès physique sur les harceleurs de Mila, je crois, la défense de la plupart, bien conseillée par leurs avocats, était interrogée par le juge. Est-ce que vous auriez dit la même chose si vous aviez été face à la personne? Ah non, 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 face à la personne, je n'aurais jamais dit ça. Ça dit quand même beaucoup de choses. Et j'ajoute que depuis qu'il y a eu ces poursuites, les menaces sont tombées. C'est-à-dire qu'il a suffi qu'il y ait un peu de police et de justice pour que c'est comme un radar sur une route. Si tout d'un coup il y a, tout le monde va ralentir. Je réponds à votre question, elle est fondamentale. Bien entendu, dans sa grande sagesse, le législateur en 1881 avait prévu que les procès de peste devaient être jugés dans les 30 jours qui suivaient la première audience. Et c'est comme ça que dans le procès Zola, et on évoquait l'affaire Dreyfus tout à l'heure, on a mobilisé, c'était la cour d'assises, une cour d'assises pendant 18 jours, dans les 30 jours, parce que sinon c'était la nullité de l'infraction. Et au sortir de la guerre, il y a une jurisprudence de la Cour de cassation de 1947 qui a dit que ce n'est plus une nullité. À ce moment-là, les juges se sont décontractés et non plus jugés dans les 30 jours. On aurait le maintien, ne serait-ce que cette règle-là. Il n'y aurait pas une désertion du juge, il serait obligé, alors moi c'est ce que je promeux, un juge des référés jugeant sur le fond, mais en urgence. Parce que c'est vrai que celui qui est mis en cause sur les réseaux sociaux, alors il y a la question de l'anonymat, mais ça va être levé avec le DSA qui va obliger les plateformes, sinon elles seront tapées au portefeuille, de révéler et de coopérer avec la justice, c'est-à-dire sur simple notification, réquisition de données, les données de connexion, hein, c'est-à-dire l'adresse IP, et a priori on identifiera les auteurs des messages. Et à partir du moment où ça se saura, il y aura nécessairement un reflux, parce que c'est l'anonymat qui fait que tout le monde se déverse en disant je peux me lâcher, il n'y a aucun risque. Mais c'est aussi la question, parce que le tribunal médiatique, je mets des guillemets autour de tribunal, parce que c'est plutôt un pilori, se prononce parce qu'il y a une désertion. La nature a horreur du vide. Mais s'il y avait un juge dont on sait qu'il va statuer très vite, eh bien M. Copé, il aurait gagné très vite son procès, et ce serait su. Et il fallait sans doute, et là ça ne va pas plaire à mes clients habituels, que le juge tape plus fort. Chez les anglo-saxons, c'est de nombreux, parce qu'on apprécie le préjudice, sa réalité. Aujourd'hui, il faut le reconnaître, c'est un peu symbolique. Mais si on avait un juge qui statue dans les 30 jours et qui tape fort au portefeuille quand il s'est totalement trompé, je vous assure qu'il y aurait beaucoup moins d'atteinte à la présomption d'innocence. Le terme, effectivement, sur ce DSA, ce Digital Service Act, qui est un texte de l'Union européenne, et c'est bien de s'apercevoir qu'il faut mettre de l'international dans des réglementations numériques, va permettre, en tout cas, de remettre le balancier. Alors, c'est toujours pas le statut d'éditeur et reste un statut d'hébergeur des plateformes, mais en tout cas, ça renforce et ça rend plus cohérent un corpus juridique, ce qui est plutôt un vecteur d'efficacité. Monsieur. Alors, par contre, le temps que le micro vienne à vous, je fais un message pour annoncer évidemment qu'il y aura forcément de la frustration de votre part parce que nous ne pourrons pas poser toutes les questions puisque cet amphithéâtre doit être rendu disponible. Ouais, je vais peut-être un peu inverser la charge là. Il y a les médias sont en cause régulièrement dans les différentes interventions. Mais comment expliquez-vous que de plus en plus d'affaires judiciaires soient initiées par les médias d'investigation ? Est-ce que ce n'est pas une contribution directe à la perte de confiance dans les autorités? Et on voit derrière ensuite comment la justice réagit et emboîte le pas sous la pression de l'opinion. Est-ce qu'on n'a pas un problème de fond avec ça quand même?
Merci. Alors Jean-François Copé et puis Christopher Baldelli sans doute. Très en phase avec votre question. Je pense que les médias d'investigation font leur travail et que personne ne peut raisonnablement mettre en cause le travail des journalistes d'investigation. En revanche, ce qui me paraît absolument essentiel, c'est qu'une contradiction existe du point de vue de l'investigation. Or, il n'y en a pas. Aujourd'hui, si vous avez un journal d'investigation qui s'engage sur une thèse, quelle qu'elle soit, vous ne trouverez aucun autre journaliste d'investigation pour défendre, cas exceptionnel, pour défendre le cas inverse, où vous pouvez le voir de manière tout à fait exceptionnelle. C'est pas totalement faux, si, je vous assure. Je vois très bien de quoi je parle. Ça peut arriver de manière miraculeuse et courageuse. Je l'ai vécu avec cette même affaire Big Malion. Il y a eu un déchaînement. La puissance de feu du quotidien, de l'hebdomadaire en question étant ce qu'elle était, personne n'osait le contredire. Il y a une journaliste qui s'en est pris plein la figure et qui a dit « mais et si c'était faux ?» Et vous n'imaginez pas comme tout a été fait, elle me l'a raconté, pour l'empêcher de dire. Donc on a déjà de ce point de vue-là une vraie difficulté. Mais moi, jamais je ne mettrai en cause un journal d'investigation. Comme d'ailleurs, a priori, je ne mettrai jamais en cause un magistrat. Jamais. Ne serait-ce que parce que j'ai vu dans l'affaire dont je parlais que c'est plutôt les magistrats qui ont rendu mon honneur. Mais le tout avec le problème temporel qui était invoqué tout à l'heure. Donc pour moi, le véritable sujet n'est absolument pas de critiquer par principe la dénonciation ou la révélation par un journal d'un fait qui lui paraît mériter d'être révélé, y compris par rapport à une affaire mettant en cause un responsable économique, politique, etc. Ce qui, moi, me gêne, c'est le procès à charge sans avoir forcément tous les éléments et le tribunal dit de l'opinion, qui n'est pas celui en fait de l'opinion, mais des médias qui en font l'écho. Et c'est ça en réalité qui est en cause. Et je voudrais rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure, parce que les réseaux sociaux aujourd'hui prennent l'essentiel du pas. La question de l'anonymat, et je viens ajouter ma voix à ce que j'ai entendu tout à l'heure, est une question majeure qui explique une bonne partie des problèmes que nous connaissons aujourd'hui. Juste, à part que l'expérience a montré qu'à chaque fois des investigations judiciaires étaient conduites, on arrivait à trouver, il n'y a pas à proprement parler d'anonymat, il y a plus davantage une problématique de pseudonymat, de pseudonymat, et qu'une fois, non, vous l'évoquez avec l'adresse IP. Alors ça, c'est pas vrai. J'ai 5 affaires où je suis contre Twitter. Je pleure que les juges somment Twitter de donner les données de connexion pour des mises en cause très graves, et ils me disent, premier amendement américain, moi je ne fais rien. Ah, mais je peux vous assurer que c'est aujourd'hui la loi. Donc, ce qu'on espère, c'est que le DSA va porter ce qui n'a uniquement porté sur la haine en ligne, c'est-à-dire évidemment les messages les plus terribles, à tout le contentieux des mises en cause. Et aujourd'hui, vous avez un texte qui a été adopté en mars dernier qui dit désormais les diffamations, on n'aura plus besoin de faire des... Donc ça, c'est très très problématique. Par contre, c'est bien un élément juridique et pas un élément technique. Voilà ce que je veux dire. C'est que c'est important. C'est-à-dire que dès lors que le droit l'agréerait, il n'y a pas d'obstacle qui assurerait une impunité technique. C'est bien une question. Il ne collabore pas au nom. Voilà. Non, mais c'est important de le dire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de protection de bouclier technique. C'est avant tout une protection juridique. Et donc, ça veut dire que la négociation ou de l'accord, elle pourrait être levée ou aménagée. Christopher Baldelli, non ou pas? Vu l'heure, on ne va pas rajouter grand-chose. Non, je dirais juste, alors j'ai une petite divergence avec vous, c'est-à-dire que s'il y a un travail d'investigation qui est fait par un organe de presse, d'abord je rejoins tout à fait ce qu'a dit Jean-François, il se doit, pour des raisons, pour le compte de déontologie et de règles propres à la presse, d'être contradictoire. C'est-à-dire si l'enquête permet de trouver des choses mettant en cause quelqu'un, il est indispensable de lui demander à cette personne s'il souhaite répondre et s'il souhaite apporter des éléments. Qu'ensuite, si réellement il y a quelque chose, la justice décide de s'en saisir, la justice n'est pas omnisciente, donc ça me semble pour le compte... mais entendons-nous bien, la presse ce ne sont pas des justiciers, ce n'est pas à eux de décider s'il y a culpabilité ou pas. Ça, en dernier ressort, ça relève de la justice, c'est la justice. Mademoiselle. Donc, bonjour, je m'appelle Jade Chana, je suis étudiante en double master Affaires européennes et sciences politiques à Sciences Po Toulouse et l'université Panthéon-Assas. Ma question s'adresse à vous, Monsieur Copé, donc au vu de ce qui a été dit concernant le rôle et la parole de l'opinion publique et également les différentes affaires judiciaires et politiques qui ont été mentionné durant ce débat. Je voulais savoir comment le politique peut-il finalement s'adapter à la recherche permanente de l'opinion publique, du clash, pour reprendre le langage médiatique. Merci beaucoup. Comme vous l'avez vu, il a de plus en plus de mal à s'adapter.
il est en réalité tellement ballotté par l'exigence du temps court et de plus en plus court qu'il a énormément de mal à remettre ça en perspective. En fait, toute la difficulté et tout le dilemme auquel est confronté le dirigeant politique se résume à la capacité qu'il peut avoir à certains moments à s'adresser directement aux Français. Tout le sujet est là. Il ne peut pas le faire sans les médias, évidemment, mais pour autant, il faut qu'il arrive à trouver des temps de relation avec les Français sans intermédiaire. C'est la seule manière pour lui de faire passer un certain nombre de messages. Cela passe par la capacité d'avoir dans son tempérament, de mon point de vue, une qualité, pas 36, une seule, l'authenticité. Il faut comprendre une chose, les Français, contrairement à d'autres peuples, sont passionnés de politique. D'abord, c'est des vieux habitués de la démocratie, même quand ils vous disent qu'ils détestent ça. C'est des vieux habitués de la démocratie, et contrairement par exemple à nos amis allemands qui ne veulent plus entendre parler de politique au regard du poids de l'histoire, les Allemands par exemple sont passionnés d'économie et de géographie. Nous, c'est plutôt l'histoire et la politique. L'histoire, tout le monde a son idée sur absolument tous les personnages historiques. En Allemagne, un grand dirigeant politique allemand, on va juger son bilan sur sa capacité à avoir développé l'industrie allemande, etc. En France, pas tant que ça, en fait. Ce sera plutôt sur un certain nombre de grandes lois sociétales, institutionnelles, etc. Et ça en dit long sur cette différence. Et donc, il appartient aux dirigeants politiques français d'arriver à construire, au moins dans quelques moments de son parcours, une relation d'authenticité. C'est-à-dire le moment où le citoyen qui l'écoute ou qui le regarde se dit là, il est lui-même. Ce qu'il me dit, il y croit. Je peux ne pas être d'accord, mais il faut qu'il ait le sentiment de la sincérité. Et le grand problème, c'est que tout ça est pollué par ce que l'on dit de l'homme politique, ce que disent les médias. Et je vois bien que si tous les médias ont décidé que vous étiez le bad boy ou la bad girl, vous pouvez être le plus formidable dirigeant de la Terre, ça ne passera pas. Donc tout ce que vous pouvez faire en relation directe avec l'opinion publique peut faire, dans certaines circonstances, à certains moments, la différence. Et c'est finalement ce qui fait que, de mon point de vue, avec le recul qui est le mien aujourd'hui, il y a bien 3 catégories de dirigeants. Il y a le politicien, un peu en dessous de la moyenne. Il y a l'homme politique, celui qui fait ce qu'il peut. Et puis il y a l'homme d'État, celui qui fait ce qu'il doit. Et ça, cette catégorie-là, c'est ce qui permet de nourrir les livres d'histoire 50 ou 60 ans après la mort de l'individu en question. Contre-champ avec cette campagne 2022, les médias ont valorisé un candidat, il est monté une espèce de bulle d'air chaud et il est redescendu avant même la fin du scrutin. Donc on voit bien que ça fonctionne dans les deux sens ou que la méthode n'est pas infaillible. Jupiter, désormais, est nu. Alors je pensais à un autre, Je vois bien. Mais donc la méthode, donc on a deux arguments, on a deux exemples à contrario de votre Celui analyse. auquel vous pensiez, il a une particularité qui est une grande fonction constante. J'invite tous ceux qui font des sciences politiques à mesurer ça. Dans toute campagne présidentielle en France, vous avez le candidat du mois de novembre. Il ne faut pas s'énerver. C'est celui qui n'est pas favori en novembre, mais on le pousse. Mais alors en haut, en se disant mais c'est lui qui va tout prendre. Il faut toujours se détendre avec ça. À la fin de la journée, c'est jamais le candidat de novembre qui gagne. Jamais. Mademoiselle. Bonjour, donc déjà, merci de votre présence et de vos réponses qui sont toutes très intéressantes. Donc, je suis Lucie Gallaré, je suis dans un diplôme franco-espagnol à Sciences Po Toulouse. Et j'avais une question pour vous tous, mais peut-être que M. Jean-François Copé se sentira plus concerné. Donc, serait-ce le rôle des hommes politiques de concilier ou du moins de réajuster les temporalités parfois très différentes entre les domaines donc médiatiques, militaires ou juridiques dans l'intérêt citoyen. Donc je pense par exemple peut-être à des réformes politiques pour augmenter les moyens de la justice et permettre qu'elle soit plus rapide et puisse traiter plus d'affaires. Mais vous avez totalement raison. Ça rejoint ce que disait d'ailleurs Basile Adair tout à l'heure. Moi je pense qu'en réalité le rôle du chef de l'État, il est, dès lors qu'il est garant de l'indépendance des pouvoirs publics, de donner les moyens aux différents pouvoirs publics de fonctionner. Et évidemment, le service public de la justice, au moins tout autant d'ailleurs que le Parlement et que les collectivités locales. Or, ce pouvoir qu'a le président de la République de couper les vivres est une manière pour lui de rendre quand même la situation difficile pour fonctionner. Donc ça, c'est une responsabilité majeure. Ensuite, du point de vue des politiques publiques, le fond du sujet, c'est de
toujours, malgré la dictature du temps court, préserver une cohérence d'ensemble. Il faut être capable en permanence de réexpliquer aux Français pourquoi on fait des choses. Il faut que chacune des décisions qu'on prend ait pour caractéristique 2 critères. Premièrement, sera-t-elle entendue et comprise de tout le monde, depuis Paris jusqu'à Landerneau? Et deuxième critère, est-ce qu'on l'a bien remis dans le contexte général de là où on veut emmener son pays pour les 5 ou 10 ans qui viennent? Si on perd la cohérence ou si on n'est pas compris, on est sûr d'échouer. Merci. Donc on a bien compris qu'il ne fallait pas supprimer la redevance, en tout cas. Pardon. Alors, sur le temps et la politique, vous évoquiez, est-ce que ce n'est pas la responsabilité des politiques de changer certaines choses? Certainement, mais parfois c'est aussi la responsabilité des citoyens. Et là, on est quand même en train, à mon avis, de rentrer dans un temps politique tout à fait différent, parce que, à la suite du résultat des dernières élections législatives, jusqu'à présent, un projet de loi était annoncé en Conseil des ministres, et les Français considéraient donc que c'était fait et que la loi prévoirait. Et d'ailleurs, un certain nombre de responsables politiques des plus hauts niveaux se disaient « mais c'est quand même très insupportable cette façon, on travaille notre loi, on la présente en Conseil des ministres, et après il faut des mois de discussion parlementaire pour qu'elle finisse par être effective. Tout ça est insupportable, réformons la Constitution pour aller beaucoup plus vite, sortons éventuellement du bicamérisme, là je défends le Sénat, qui est une perte de temps invraisemblable, etc. » Pour le compte, quelle que soit la volonté des politiques sur ce sujet-là, et la volonté de certains était forte, d'aller vers plus d'immédiateté, vers un temps moins long, les électeurs, les citoyens leur ont donné maintenant une nouvelle temporalité qui va de nouveau être celui de la loi, c'est-à-dire réellement d'essayer de trouver au fur et à mesure de la discussion sur la loi dans les assemblées des accords pour qu'à l'arrivée la loi soit votée. Alors, dernière question, jeune homme. De manière désolée, parce que là, on a dépassé le temps réglementaire, comme on dit au football. Et donc, effectivement, vous allez avoir le privilège de conclure. Bonsoir à tous, donc Théo Perrin, je suis étudiant à Neoma sur le campus de Reims. J'aurais donc une question peut-être un peu générale pour terminer ce débat et revenir à son sujet de concilier les temps. Quelles solutions claires et simples pourraient être mises en place à la fois par les médias, par le politique et par la justice pour faire prendre en compte à l'opinion publique de cette nécessité de concilier les temps? Et on a 1 minute. C'est ça. Et éventuellement un tableau noir. Non, mais même pas 1 minute. Je vais tout de suite vous donner ma réponse. C'est de montrer mieux la justice, qu'elle soit plus accessible. Et de ce point de vue, mais c'est toute petite avancée, la loi Dupond-Moretti de décembre dernier qui a enfin réintroduit les caméras dans les salles d'audience, c'est une bonne chose. Mais ça devrait être totalement public. La justice a toujours été rendue dans l'histoire, sur la place publique, sur l'agora, dans le forum. Il fallait que tout le monde voit, comprenne. Et à ce moment-là, on ne peut plus être mal informé ou désinformé parce qu'on sait ce qu'il en est. Alors, la proposition valait. Si d'aventure vous aviez chacun une remarque ou une proposition à faire, n'hésitez pas à la formuler. Allez, je voudrais juste conclure, si je peux. Effectivement, ça fait partie de la Déclaration universelle des droits de l'homme aussi. Hein, cette notion de justice rendue publiquement est extrêmement importante et dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, je voulais juste souligner ça. Merci. En général, ça vous évoque quelque chose? Moi, simplement une réflexion générale. Je pense que notre pays, contrairement à d'autres, est un pays qui est addict à la crise. Tout le monde aime la crise. Les politiques aiment la crise parce que leur voix est plus entendue. Les diplomates aiment la crise parce qu'ils entament des négociations. Les militaires aiment la crise parce qu'ils valorisent ce qu'ils sont. Et les journalistes aiment la crise parce que c'est la chasse aux scoops dont on a parlé. Et je pense que c'est très culturel et très français. Et pour reprendre l'opposition qui a été faite entre l'Allemagne, géographie, économie, et la France, histoire et politique, il n'y a pas du tout la même réaction en Allemagne face aux crises. Nous, on est toujours sur la pointe des pieds, extrêmement vibrillonnant dès qu'il y a une crise. Et donc, c'est plus qu'un process. Je pense que c'est une culture. Et en un mot, en ce qui concerne les médias, pour moi, la gestion du temps des médias est essentielle, comme je le disais au début, et dans notre sujet. Donc ça veut dire, chaque jour, ne pas traiter en gros que l'actualité du jour ou la dernière déclaration ou le dernier scoop dont tout le monde pense à un moment donné dans les rédactions que c'est le seul sujet qui, dans la journée, va intéresser les Français, mais chaque jour, amener un spectre suffisamment large sur le traitement de l'information, avec certes le sujet du jour, mais aussi de l'international, parce qu'on est terriblement en France, franco-français, terriblement centralisé, et redonner
aussi de la profondeur sur l'information. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui s'est passé? Quels sont les points sur lesquels il faut revenir? Ou quels sont les autres sujets du jour qui méritent d'être traités et développés, et non pas celui qui prend toute la lumière et qui renverrait toutes les autres informations dans l'ombre. Et alors peut-être avec un angle un petit peu différent pour répondre également à votre question, de manière peut-être plus... pour appeler à une réflexion un peu philosophique, je pense que la particularité du peuple français, et en cela aussi s'oppose à d'autres peuples tout aussi abîmés par l'histoire, c'est que je pense que le peuple français est un peuple qui est à la fois monarchiste et régicide. Et je pense que c'est un élément de lecture du comportement de nos concitoyens qui est essentiel. Il est toujours en recherche de l'homme providentiel, ce qui n'est plus du tout le cas des Allemands ni des Italiens depuis fort longtemps. Le peuple français est toujours à la recherche de l'homme providentiel. Lorsqu'il le croit le trouver, il s'enthousiasme et assez rapidement n'a qu'une idée en tête, c'est de le guillotiner. Et donc toute la difficulté pour le dirigeant politique, c'est d'essayer de rassurer les Français sur le fait que comme il n'est pas un monarque, il n'y aura pas besoin de le guillotiner. Voilà. Et c'est pas très facile. Merci. Merci madame, merci messieurs pour vos contributions. Alors je le rappelle, c'est un optimiste qui a inventé l'avion, c'est un pessimiste qui a inventé le parachute, et donc il faut bien ces doubles dimensions pour faire progresser notre collectif. Merci à vous pour votre présence et bienvenue pour d'autres débats de la Cité de la Réussite. Merci.